Bonjour mes chers auditeurs, soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire émouvante ici sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous ai apporté un récit qui va profondément toucher le cœur de chacun d'entre vous. Imaginez une jeune femme de seulement 22 ans, étudiante dévouée à Annecy, qui voit sa vie complètement détruite par une trahison. Abandonnée dans la rue, sans nulle part où aller, elle passe des jours dans le froid jusqu'à ce qu'un millionnaire la trouve tremblant de froid sur un trottoir. Mais cet homme porte un passé qui explique pourquoi il n'a pas pu simplement passer son chemin comme n'importe qui d'autre l'aurait fait. Ce que vous allez découvrir, c'est un voyage d'amour, de dépassement de soi et de seconde chance. Vous allez accompagner comment deux cœurs blessés par le passé trouvent la guérison l'un dans l'autre. Et quand vous penserez savoir où l'histoire va mener, une révélation va tout changer et tester si l'amour véritable surmonte vraiment tous les obstacles. Je veux remercier du fond du cœur chacun d'entre vous qui suit notre chaîne, qui laisse ses commentaires affectueux et partage nos histoires avec des personnes chères. Si vous ne faites pas encore partie de notre famille, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines histoires qui arrivent. Et dites-moi dans les commentaires, que faites-vous habituellement en écoutant nos histoires? Êtes-vous en train de déguster un bon café au lait, de préparer une quiche lorraine, de vous promener au bord du lac d'Annecy? J'adore savoir comment vous profitez de ces moments avec nous. Maintenant, installez-vous bien car notre histoire commence, et je vous garantis que vous n'arriverez pas à arrêter d'écouter jusqu'à la fin. Fatima avait toujours cru que la vie avait ses plans tracés de manière simple et belle. À 22 ans, elle était venue de sa petite ville natale pour étudier à Annecy, portant dans son cœur les rêves que sa famille modeste avait déposés en elle. Elle était la première de la famille à réussir à entrer à l'université. Et ce n'était pas peu de choses pour une jeune fille qui avait grandi en voyant ses parents travailler du matin au soir pour donner le minimum à leurs enfants. Ses yeux noirs brillaient chaque fois qu'elle appelait chez elle et racontait à sa mère les cours, comment elle apprenait des choses qu'elle n'avait jamais imaginées qui existaient. Son père, homme de peu de mots, terminait toujours les appels en disant qu'il était très fier d'elle, et c'était un carburant suffisant pour que Fatima affronte n'importe quelle difficulté. Sa routine à Annecy était devenue prévisible et confortable au cours des 2 années qu'elle vivait dans la ville. Elle se levait tôt, allait à l'université, revenait au petit appartement qu'elle partageait avec Lucas, son petit ami depuis 3 ans. C'était une relation qui avait commencé encore à la fin du lycée, quand il était parti étudier dans la même ville et avait promis qu'ils allaient construire une vie ensemble. Lucas avait 2 ans de plus, avait une façon charmante de parler et disait toujours les bons mots au bon moment. Fatima se sentait chanceuse d'avoir quelqu'un qui l'aimait et qui était disposé à partager ses rêves avec elle. L'appartement était simple, mais c'était leur petit coin, où elle préparait le dîner tous les soirs et où ils planifiaient l'avenir qu'ils allaient construire après la remise des diplômes. Cet après-midi de jeudi, Fatima était rentrée de l'université plus tôt parce que la professeure avait annulé le dernier cours. Elle était excitée, pensant à préparer une surprise pour Lucas, peut-être ce gâteau au chocolat qu'il adorait. Elle monta les 2 étages de l'immeuble modeste où il vivait, sortant la clé de son sac et répétant mentalement l'expression de joie qu'elle allait faire quand il arriverait et trouverait la maison sentant le gâteau fait maison. Mais quand elle ouvrit la porte, ce qu'elle trouva était bien différent de ce qu'elle attendait. Le salon était en désordre d'une façon étrange, avec des vêtements jetés par terre, et il y avait 2 verres de vin sur la petite table basse. Son cœur s'emballa, mais elle essayait encore de trouver une explication logique. Peut-être que Lucas avait reçu un ami pour étudier et qu'ils avaient fait du désordre. C'est alors qu'elle entendit les bruits venant de la chambre. Des rires étouffés, des chuchotements, des sons qu'elle connaissait bien trop. Ses jambes tremblèrent, et pendant un moment, elle pensa à sortir de là, faire comme si elle n'avait rien vu, revenir plus tard, et agir comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose en elle, peut-être la dignité qu'elle avait héritée de ses parents travailleurs, la fit marcher jusqu'à la porte de la chambre. Ce qu'elle vit quand elle ouvrit cette porte fut l'image qui allait rester gravée dans sa mémoire pour toujours. Lucas était dans le lit avec une femme qu'elle connaissait de vue, une camarade de sa faculté, une blonde de famille riche qui regardait toujours Fatima avec un certain mépris. Ils étaient si pris l'un par l'autre qu'ils ne remarquèrent même pas quand elle ouvrit la porte. Ce ne fut que quand Fatima laissa échapper un cri étouffé de douleur qu'ils se tournèrent
et la virent là, debout, avec le monde qui s'effondrait à ses pieds. La réaction de Lucas fut encore pire que la trahison elle-même. Il ne montra pas la moindre trace de remords ou de honte. Il se leva du lit avec une froideur que Fatima n'avait jamais vue chez lui, prit un t-shirt et la regarda comme si elle était une intruse dans sa propre maison. « Fatima, il faut qu'on parle, » dit-il, avec un calme qui la rendit encore plus désespérée. L'autre femme resta là, allongée dans le lit qui avait été le leur un jour, sans même avoir la décence de se couvrir ou de montrer le moindre embarras. C'était comme si Fatima était invisible, comme si elle n'avait aucune importance dans cette situation. Lucas mit son pantalon et lui indiqua de sortir de la chambre. « Allons au salon, on va régler ça comme des adultes, » dit-il. Et à ce moment, Fatima réalisa que l'homme qui était là devant elle n'était pas le même qui lui avait promis l'amour éternel. Dans le salon, Lucas s'assit sur le canapé comme s'il était le propriétaire absolu de cet espace et regarda Fatima avec une expression qui mélangeait impatience et irritation. « Écoute, Fatima, je ne voulais pas que tu découvres de cette façon, mais peut-être que c'est mieux comme ça. La vérité, c'est que j'en ai marre. Marre de cette vie de faire semblant qu'on est un couple heureux. Marre de devoir supporter tes petits rêves et cette famille de province, dit-il, chaque mot étant comme un coup de poignard dans son cœur. Fatima sentit ses jambes flageoler et s'appuya contre le mur, essayant de traiter ce qu'elle entendait. « Je n'ai jamais voulu quelque chose de sérieux. Je n'ai jamais voulu un vrai engagement. Et je ne veux définitivement jamais d'enfant ou de famille. Bruna me comprend, elle a les mêmes objectifs que moi. Elle vient d'une famille qui peut m'aider à grandir dans la vie, » continua Lucas, mentionnant le nom de la femme qui était encore dans leur chambre. Fatima essaya de parler, essaya d'argumenter, de lui rappeler tous les plans qu'ils avaient faits, toutes les promesses qu'il avait faites à elle et à ses parents. Mais Lucas la coupa d'un geste impatient de la main. « Ça suffit, Fatima. Je ne veux plus de drame. Tu as jusqu'à demain matin pour prendre tes affaires et partir d'ici. L'appartement est à mon nom, alors ne viens pas m'embêter avec des bêtises de droit. Tu vas devoir te débrouiller seul maintenant, » dit-il, se levant et allant vers la chambre, comme si la conversation était terminée. Fatima resta là debout, sentant comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Tout ce qu'elle avait construit ces 3 dernières années, tous les rêves, toutes les certitudes, tout s'était transformé en poussière en quelques minutes. Fatima passa la nuit éveillée, assise par terre dans le salon, écoutant les sons qui venaient de la chambre et se sentant comme une étrangère dans sa propre maison. Elle rassembla ses vêtements dans une vieille valise, prit les quelques affaires qui étaient vraiment à elle et sortit de cet appartement quand le soleil ne s'était même pas encore complètement levé. Elle n'avait pas le courage d'appeler ses parents. Elle n'avait pas comment expliquer que tous les rêves qu'ils avaient déposés en elle s'étaient écroulés d'une heure à l'autre. De plus, elle savait qu'ils n'avaient pas les moyens d'aider. Son père travaillait comme maçon, et sa mère faisait des ménages pour compléter les revenus familiaux. Ils arrivaient à peine à maintenir la maison où ils vivaient. Ils n'allaient pas avoir d'argent pour payer un billet de car, et encore moins pour la soutenir de retour dans sa ville natale. Les premiers jours dans la rue furent une leçon cruelle sur à quel point la vie pouvait être impitoyable. Fatima dormit sous des auvents, sur des bancs de parc, essayant toujours de trouver des endroits où elle n'allait pas déranger personne et où elle n'allait pas attirer l'attention de la police. La faim arriva le 2e jour, serrant son estomac d'une façon qu'elle n'avait jamais sentie auparavant. Elle essaya de demander de l'aide dans quelques endroits, mais les gens la regardaient avec méfiance ou faisaient simplement comme si elle était invisible. La honte était presque plus grande que la faim. Elle, qui avait toujours été une fille studieuse et travailleuse, était maintenant là dans la rue, implorant pour une assiette de nourriture ou un endroit pour dormir. Les nuits étaient les pires, surtout quand le froid d'Annecy se faisait sentir et qu'elle n'avait rien d'autre qu'une veste fine pour se protéger. Après une semaine à vivre de cette façon, Fatima était visiblement affaiblie. Elle n'avait pas réussi à prendre une douche correcte. Ses vêtements étaient sales et froissés, et elle sentait qu'elle tombait malade. Une toux sèche avait commencé à la déranger, et elle sentait des frissons même quand le soleil était fort. C'était comme si son corps abandonnait la lutte, comme si tout espoir s'était épuisé en même temps que ses forces physiques. Ce matin de vendredi, elle s'était recroquevillée sur un trottoir près du centre d'Annecy, tremblant de froid,
et essayant de se faire petite pour ne pas déranger les gens qui passaient pressés à leur rendez-vous. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Aurélien-Henri Dubois terminait une autre journée de travail dans l'entreprise de construction qu'il avait bâtie avec beaucoup de sueur et de détermination. À 32 ans, il était propriétaire d'une des plus grandes entreprises de construction civile de la région. Mais peu savait l'histoire derrière ce succès. Aurélien avait une routine rigide et solitaire. Il se levait tôt, allait à l'entreprise, résolvait des problèmes, signait des contrats et rentrait chez lui toujours après 9 heures du soir. Il n'avait pas de temps pour les relations, il n'avait pas de patience pour les gens qu'il considérait comme faibles ou paresseux. Sa vie avait un but unique, travailler et gagner de l'argent, toujours plus d'argent, comme si cela pouvait effacer pour toujours les souvenirs douloureux qu'il portait depuis l'enfance. L'enfance d'Aurélien avait été marquée par une pauvreté qu'il avait juré de ne plus jamais sentir sur sa peau. Lui et sa mère, Françoise, avaient vécu dans la rue quand il avait seulement 8 ans. Son père avait abandonné la famille, les laissant sans maison et sans argent, et pendant presque 2 ans ils avaient vécu en mendiant et en dormant où ils pouvaient. Aurélien se souvenait parfaitement des nuits glaciales où il se blottissait dans les bras de sa mère, la sentant trembler de froid et de peur. Il se souvenait des gens qui passaient devant eux comme s'ils étaient des déchets, sans même regarder dans les yeux, sans montrer un brin de compassion. Ces souvenirs avaient façonné l'homme qu'il était devenu, froid, calculateur, quelqu'un qui ne dépendait de personne et qui n'allait plus jamais manquer de quoi que ce soit. Cet après-midi, Aurélien rentrait chez lui en conduisant sa BMW noire, pensant au contrat qu'il devait réviser le week-end. Le trafic était lourd, comme toujours à cette heure, et il était impatient d'arriver chez lui et de terminer la journée. C'est quand il passa par une rue latérale qui menait chez lui qu'il vit une silhouette recroquevillée sur un trottoir. C'était une jeune fille mince, avec des vêtements sales, tremblant visiblement de froid. Pendant un moment, leurs yeux se croisèrent, et Aurélien vit dans ce visage une douleur qu'il connaissait bien trop. Elle ne demandait pas l'aumône, elle ne dérangeait personne, elle était juste là, essayant de survivre, exactement comme lui et sa mère avaient fait tant d'années auparavant. Aurélien accéléra et continua, comme il faisait toujours. Ce n'était pas son problème, cela n'avait rien à voir avec la vie qu'il avait construite. Mais après avoir conduit 3 pâtés de maison, quelque chose d'étrange se produisit. L'image de cette jeune fille ne sortait pas de sa tête. Il pouvait voir parfaitement ses yeux, il pouvait sentir le désespoir silencieux qu'elle portait. C'était comme si une force invisible le tirait de retour vers ce trottoir. Sans comprendre vraiment ce qu'il faisait, Aurélien fit demi-tour au premier rond-point qu'il trouva et retourna dans la rue où il avait vu la jeune fille. Elle était encore là, dans la même position, et quand il arrêta la voiture devant elle, Fatima leva les yeux et le regarda avec un mélange de peur et de curiosité. Aurélien sortit de la voiture et marcha jusqu'à elle, sentant une étrange sensation dans la poitrine. C'était comme s'il se voyait dans le passé, comme s'il était devant une chance de faire ce que personne n'avait fait pour lui et sa mère quand ils avaient le plus besoin d'aide. Fatima regarda l'homme qui était debout devant elle et sentit un mélange de peur et de confusion. Il était grand, portait des vêtements chers, avait un port qui montrait qu'il n'était pas une personne ordinaire. Ses yeux étaient sombres et sérieux, mais il y avait quelque chose en eux qui ne semblait pas menaçant. Malgré tout, elle se recroquevilla encore plus, préparée à entendre quelques plaintes sur le fait qu'elle occupait ce trottoir ou quelques commentaires méchants sur sa situation. « Comment tu t'appelles » demanda Aurélien, avec une voix ferme mais qui portait une gentillesse inattendue. Fatima hésita avant de répondre, sa voix sortant faible et rauque à cause de la toux qui la dérangeait depuis des jours. « Fatima » dit-elle, baissant les yeux, honteuse de sa propre apparence. Aurélien s'accroupit à sa hauteur, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il laissa ses souvenirs d'enfant remonter à la surface sans essayer de les bloquer. Il se voyait dans cette jeune fille, il voyait sa mère, il voyait toute la douleur et l'humiliation qu'ils avaient subie quand personne ne s'était soucié de les aider. « Fatima, tu es malade, » dit-il, remarquant la pâleur de son visage et le tremblement qui n'était pas seulement dû au froid. « Depuis combien de temps tu es dans la rue ?» demanda-t-il, et quand elle répondit que cela faisait plus d'1 semaine, il sentit un serrement dans la poitrine qu'il ne ressentait pas depuis très longtemps.
Il n'y avait pas de logique dans ce qu'il était sur le point de faire, il n'y avait pas d'explication rationnelle, mais il y avait quelque chose de plus fort que la raison qui le poussait à aider cette jeune fille. « Viens avec moi », dit Aurélien, tendant la main vers elle. Fatima regarda la main tendue comme si c'était un mirage, comme si elle ne pouvait pas croire que quelqu'un offrait vraiment de l'aide. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, avec les yeux pleins de larmes qu'elle essayait de retenir. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance », répondit-il, sans comprendre bien pourquoi il avait dit cela. Fatima prit sa main avec des doigts glacés et tremblants, et quand Aurélien l'aida à se lever, elle faillit tomber tant elle était faible. Il la soutint par le bras et l'aida à marcher jusqu'à la voiture, mettant sa vieille valise sur le siège arrière. Pendant le trajet jusqu'à chez lui, Fatima resta silencieuse, regardant par la fenêtre et essayant de comprendre ce qui se passait. Elle n'arrivait pas à croire qu'un inconnu l'emmenait quelque part, et une partie d'elle avait peur de ce qui pouvait arriver. Mais en même temps, elle sentait qu'elle n'avait plus la force de s'inquiéter de cela. Elle était trop épuisée pour avoir peur, trop malade pour penser correctement. Aurélien resta aussi silencieux pendant le chemin, concentré sur la circulation, mais de temps en temps il la regardait dans le rétroviseur et voyait à quel point elle était affaiblie. Plus il la regardait, plus il était sûr d'avoir fait la bonne chose en l'emmenant avec lui. La maison d'Aurélien se trouvait dans l'un des meilleurs quartiers d'Annecy, avec un portail automatique et un jardin bien entretenu qui montrait clairement la différence sociale entre eux. Quand la voiture s'arrêta dans le garage, Fatima fut impressionnée par la taille de la maison. Elle était plus grande que n'importe quel endroit où elle avait jamais vécu, et cela la fit se sentir encore plus déplacée et sale. « Ne t'inquiète pas pour ça maintenant », dit Aurélien, comme s'il avait lu ses pensées. « On va entrer pour que tu te réchauffes et que tu manges quelque chose », continua-t-il, l'aidant à sortir de la voiture et prenant sa valise. À l'intérieur de la maison, Fatima se sentit complètement perdue. Tout était luxueux et impeccable, depuis les meubles jusqu'aux tableaux sur les murs. Elle avait peur de toucher quoi que ce soit, de peur de salir ou de casser quelque chose qui coûtait sûrement plus d'argent qu'elle en avait vu dans toute sa vie. Aurélien l'emmena jusqu'à une salle de bain au rez-de-chaussée et lui dit de prendre une douche chaude. « Je vais laisser des vêtements propres ici à la porte. Ils sont à ma taille. Alors ils vont être grands sur toi, mais au moins ils sont propres et chauds, dit-il, avec une gentillesse qui contrastait complètement avec l'apparence sérieuse qu'il avait. Fatima entra dans la salle de bain, et quand elle se vit dans le miroir, elle fut choquée par sa propre apparence. Elle était méconnaissable, maigre, sale, avec des cernes profondes. Elle commença à pleurer là même, autant de soulagement d'avoir finalement un endroit chaud que de honte d'être dans cette situation. La douche chaude fut comme une renaissance pour Fatima. Elle resta sous l'eau pendant longtemps, laissant la chaleur pénétrer dans ses os glacés et lavant non seulement la saleté, mais aussi un peu de la tristesse qu'elle portait. Quand elle sortit de la salle de bain, elle trouva les vêtements qu'Aurélien avait promis, un t-shirt et un pantalon de jogging qui étaient énormes sur elle, mais qui étaient les pièces les plus confortables qu'elle avait portées depuis longtemps. Elle descendit à la cuisine en suivant l'odeur de nourriture et trouva Aurélien en train de préparer une soupe. « Tu as besoin de manger quelque chose de léger d'abord. Ton estomac ne va pas supporter de la nourriture lourde, » dit-il, sans la regarder, concentré sur la cuisinière. Ils mangèrent en silence, elle prenant de petites gorgées de la soupe chaude et sentant comme si chaque cuillerée ramenait la vie dans son corps. Aurélien l'observait discrètement, remarquant à quel point elle était maigre et comme elle toussait de temps en temps. Après la soupe, il l'emmena dans une chambre d'amis au premier étage, un environnement accueillant avec un grand lit et des couvertures épaisses. « Tu vas dormir ici cette nuit. Demain on parlera mieux, » dit-il, laissant quelques médicaments pour la toux sur la table de chevet. Fatima se coucha dans ce lit moelleux, et pour la première fois depuis plus d'une semaine, elle se sentit en sécurité. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme était si gentil avec elle, mais elle était trop reconnaissante pour questionner. Fatima se réveilla le lendemain sans savoir quelle heure il était. La lumière du soleil entrait par les rideaux épais, et elle mit quelques secondes à se rappeler où elle était. Le matelas était si moelleux qu'elle avait dormi profondément pour la première fois depuis longtemps, sans se réveiller plusieurs fois pendant la nuit avec le froid ou la peur. Quand elle se leva du lit, elle se sentait encore faible, mais elle n'avait plus cette sensation terrible que son corps abandonnait la lutte.
La toux la dérangeait encore, mais elle n'était pas aussi forte que la veille. Elle descendit les escaliers lentement, suivant l'odeur de café qui venait de la cuisine, et trouva Aurélien assis à table, lisant quelques papiers et buvant un café noir. « Bonjour » dit-elle, avec la voix encore rauque, s'arrêtant à l'entrée de la cuisine sans savoir si elle pouvait entrer. Aurélien leva les yeux des papiers et la regarda pendant quelques secondes. Elle portait les mêmes vêtements de la veille, encore trop grands pour son corps maigre, mais elle n'avait plus cette apparence de désespoir total qu'elle portait quand il l'avait trouvée dans la rue. « Bonjour, Fatima. Comment tu as dormi ?» demanda-t-il, lui indiquant de s'asseoir à table. « Très bien, merci. Cela faisait longtemps que je ne dormais pas correctement, » répondit-elle, s'asseyant sur la chaise en face de lui et se sentant comme si elle envahissait un espace qui n'était pas le sien. Aurélien se leva et prépara une assiette avec du pain, des fruits et un verre de lait tiède pour elle. Fatima mangea lentement, savourant chaque morceau de nourriture comme si c'était un cadeau. Pendant qu'elle mangeait, ils restèrent silencieux, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était comme si tous les deux essayaient de comprendre la situation étrange dans laquelle ils se trouvaient. « Pourquoi tu m'as aidé ?» demanda Fatima soudainement, arrêtant de manger et regardant directement dans ses yeux. La question prit Aurélien au dépourvu, et il resta quelques secondes sans savoir quoi répondre. Lui-même ne comprenait pas complètement pourquoi il avait fait cela. « J'ai déjà vécu ça, » dit Aurélien finalement, sa voix devenant plus basse. « Quand j'étais enfant, ma mère et moi, on a vécu dans la rue pendant presque 2 ans. Je sais ce que c'est de sentir le froid, la faim, et surtout ce que c'est de voir les gens passer devant toi comme si tu étais invisible, » continua-t-il, remuant son café sans la regarder. Fatima arrêta de mâcher et le regarda avec surprise. Il était difficile d'imaginer cet homme bien habillé, propriétaire d'une maison luxueuse, ayant passé par la même situation qu'elle était en train de vivre. « Comment vous avez réussi à sortir de la rue ?» demanda-t-elle, genuinement curieuse. « Ma mère a réussi à avoir un emploi comme femme de ménage dans une entreprise et ils nous ont laissé dormir dans le dépôt jusqu'à ce qu'on réussisse à louer une petite chambre. J'ai commencé à travailler à 12 ans, portant du matériel de construction, et je n'ai jamais arrêté. J'ai construit cette entreprise brique par brique, contrat par contrat, » expliqua Aurélien, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Fatima vit une expression plus douce sur son visage. « Tu peux rester ici le temps dont tu as besoin pour te remettre et te relever. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit pour l'instant, » dit-il, et Fatima sentit ses yeux se remplir de larmes de gratitude. « Je ne sais pas comment je vais réussir à rendre tant de bonté, » dit-elle, avec la voix étranglée. « Tu n'as pas besoin de rendre quoi que ce soit, tu as juste besoin de t'améliorer et de prendre soin de ta santé, » répondit Aurélien, se levant de table. « Je vais travailler, mais il y a de la nourriture dans le réfrigérateur. Fais ce que tu veux, la maison est grande et tu peux être à l'aise. Je demande juste de ne pas toucher à mon bureau. Il y a des documents importants là, » dit-il, prenant les clés de la voiture. Avant de sortir, il s'arrêta à la porte de la cuisine et la regarda encore une fois. « Fatima, tu es très jeune pour passer par ça. Je suis sûr que tu vas réussir à reconstruire ta vie, » dit-il, et il sortit de la maison, la laissant seule avec ses pensées. Les jours suivants établirent une routine étrange mais confortable pour tous les deux. Fatima passait les matinées à se reposer et à se remettre, mais l'après-midi, elle tenait à nettoyer la maison et à préparer le dîner pour quand Aurélien rentrait du travail. Ce n'était pas parce qu'il avait demandé, c'était parce qu'elle sentait le besoin de contribuer d'une manière ou d'une autre, de montrer qu'elle n'était pas une profiteuse. Aurélien rentrait à la maison toujours entre 8 et 9 heures du soir, fatigué du travail, mais ces derniers jours il avait remarqué qu'il sentait une expectative étrange pour rentrer chez lui. La maison n'était plus vide et silencieuse comme elle avait toujours été. Elle sentait la nourriture faite maison, il y avait une table mise avec soin, il y avait quelqu'un qui l'attendait. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » dit Aurélien un mardi quand il rentra à la maison et trouva un dîner complet qui l'attendait. « Je sais que je n'ai pas besoin, mais je veux le faire. C'est la seule façon que j'ai de remercier pour tout ce que tu fais pour moi, » répondit Fatima, servant son assiette. « En plus, ça me fait du bien d'avoir quelque chose à faire pendant la journée. Ça m'aide à ne pas trop penser aux mauvaises choses, » continua-t-elle, s'asseyant à table avec lui. Ils commencèrent à manger ensemble tous les soirs,
et les conversations devenaient de plus en plus naturelles et spontanées. Fatima lui raconta sa famille de province, comment elle avait été la première à réussir à entrer à l'université, les rêves qu'elle avait avant que tout s'écroule. Elle parla de la trahison mais sans entrer dans beaucoup de détails, disant seulement que son petit ami avait choisi une autre personne et l'avait expulsé de chez elle. Aurélien, à son tour, raconta plus sur l'enfance difficile, comment il avait construit l'entreprise, comment sa vie avait toujours été focalisée seulement sur le travail. « Tu ne t'es jamais marié? Tu n'as jamais eu envie de construire une famille ?» demanda Fatima dans une de ses conversations. « Je n'ai jamais eu le temps pour ça, et sincèrement, je n'ai jamais fait assez confiance à quelqu'un pour partager ma vie, » répondit-il, et Fatima perçut une tristesse profonde dans cette réponse. Au fur et à mesure que les jours passaient, Fatima remarquait de petits détails sur Aurélien qui la rendaient curieuse. Il était un homme solitaire, cela c'était évident, mais il était aussi beaucoup plus gentil qu'il n'essayait de le montrer. Il demandait toujours comment elle se sentait, si elle avait besoin de quelque chose, si la nourriture était bonne. Quand elle toussait beaucoup, il apportait du thé chaud, sans qu'elle le demande. Quand il remarqua qu'elle était sans vêtements adéquats, il laissa de l'argent sur la table avec un petit mot disant qu'elle devait acheter ce dont elle avait besoin. C'étaient de petits gestes, mais qui montraient un soin qui allait bien au-delà de la simple charité. Aurélien, à son tour, découvrait comme c'était bon de rentrer à la maison et d'avoir quelqu'un avec qui parler. Fatima avait une façon douce de parler. Elle posait des questions intéressantes sur son travail. Elle montrait un intérêt genuin pour sa vie. Elle était intelligente, avait ses propres opinions, et même en ayant passé par une situation difficile, elle n'avait pas perdu la capacité de sourire et de voir de bonnes choses dans la vie. Il commença à remarquer qu'il était impatient de rentrer chez lui, qu'il pensait à elle pendant la journée, qu'il s'inquiétait si elle se nourrissait correctement ou si elle se sentait seule. 3 semaines après l'arrivée de Fatima chez Aurélien, la routine des deux s'était transformée en quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Elle était déjà complètement remise de la grippe et de la malnutrition, avait pris quelques kilos et retrouvé des couleurs au visage. Tous les matins, elle se réveillait avant lui et préparait le petit déjeuner, laissant tout prêt sur la table avant qu'il descende pour le travail. C'était un moment de la journée que tous les deux avaient de commencer à valoriser, assis à la table de la cuisine, parlant des plans de sa journée à lui ou des nouvelles qu'elle avait vues à la télévision. Aurélien n'avait jamais eu ce type de routine domestique, et il découvrait comme c'était agréable de commencer la journée avec une conversation tranquille. « Aujourd'hui, je vais avoir une réunion avec des investisseurs de Lyon », dit Aurélien un jeudi matin, pendant qu'il buvait le café qu'elle avait préparé. « Ça doit être important », répondit Fatima, remarquant qu'il était un peu plus tendu que d'habitude. « Ça l'est. Si ça marche, je vais réussir à étendre l'entreprise à d'autres villes de la région, » expliqua-t-il. Et Fatima perçut l'éclat d'ambition dans ses yeux. « Je suis sûr que tout va bien se passer. Tu es très déterminé et ça fait toute la différence, » dit-elle, avec une sincérité qui le prit au dépourvu. Aurélien la regarda et sentit quelque chose d'étrange dans la poitrine, une sensation chaude qu'il ne savait pas définir correctement. Pendant la journée, pendant qu'Aurélien était au travail, Fatima avait créé ses propres occupations dans la maison. Elle s'occupait du jardin, organisait les pièces, préparait des repas élaborés et parfois restait à lire les livres de sa bibliothèque. C'était une maison trop grande pour une seule personne et elle avait remarqué qu'Aurélien vivait de façon très simple malgré toute la richesse qu'il avait conquise. Il ne recevait pas de visites, n'avait pas de photos d'amis ou de famille dans la maison, n'avait pas de loisirs ou d'activités de détente. C'était comme s'il avait construit cette vie luxueuse, mais ne savait pas comment en profiter. Cet après-midi, Fatima était en train de ranger le salon quand elle décida de regarder de plus près les objets personnels d'Aurélien. Sur une étagère, elle trouva quelques photos anciennes, y compris une d'un garçon maigre à côté d'une femme qui passait clairement des difficultés. C'était Aurélien enfant avec sa mère, et l'image montrait clairement la pauvreté qu'ils avaient affrontée. Fatima sentit son cœur se serrer en voyant cette photo, comprenant mieux pourquoi il s'était ému de sa situation. Ils avaient beaucoup plus en commun qu'elle n'imaginait au début. Quand Aurélien rentra à la maison ce soir-là, Fatima remarqua immédiatement qu'il était différent. Il avait un sourire discret sur le visage et semblait plus détendu que d'habitude. « La réunion s'est bien passée ?» demanda-t-elle,
pendant qu'elle servait le dîner qu'elle avait préparé spécialement pour célébrer, au cas où les nouvelles seraient bonnes. Mieux que je l'espérais. Ils ont accepté d'investir dans l'expansion, et dans 6 mois on va ouvrir des filiales dans 3 villes, dit-il. Et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Fatima vit Aurélien genuinement heureux. C'est merveilleux. Tu mérites tout ce succès, dit-elle, avec une joie si sincère qu'elle l'émut. Tu sais ce qui est drôle, dit Aurélien, après qu'ils aient fini de dîner et qu'ils parlaient dans le salon. Pendant toute la réunion, je pensais à rentrer à la maison pour raconter les nouvelles. Je n'ai jamais eu personne pour partager ces choses, continua-t-il, la regardant avec une intensité nouvelle. Fatima sentit son cœur s'accélérer avec ces mots. Elle aussi avait remarqué que ses sentiments pour lui avaient évolué bien au-delà de la gratitude. Quand il rentrait à la maison le soir, elle sentait une joie genuine. Quand il lui souriait, elle sentait des papillons dans l'estomac. Quand parfois leurs doigts se frôlaient en passant les assiettes, elle sentait une électricité qui la rendait confuse. « Aurélien, il faut que je te dise quelque chose, » dit Fatima, rassemblant le courage d'être honnête sur ce qu'elle ressentait. « Je sais que tu m'as amené ici pour m'aider, et je suis éternellement reconnaissante pour ça. Mais ce qui se passe entre nous, ce n'est pas seulement de la gratitude de ma part, » dit-elle, avec le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Aurélien resta silencieux pendant quelques secondes, traitant ses paroles. Il avait aussi remarqué que ses sentiments avaient changé, qu'elle n'était plus seulement quelqu'un qui l'aidait, mais quelqu'un qui était devenu essentiel dans sa vie. « Fatima, commença-t-il, mais il fut interrompu par la sonnette de la porte. C'était une heure étrange pour des visites, et Aurélien n'attendait personne. Quand il ouvrit la porte, il se retrouva face à Françoise, sa mère, tenant une petite valise et avec une expression d'irritation sur le visage. « Aurélien, j'ai besoin de rester ici quelques jours. Ils se sont disputés avec la syndic de mon immeuble et ils rénovent l'appartement à côté du mien. Le bruit est insupportable, dit-elle, entrant dans la maison sans attendre d'invitation. Françoise s'arrêta quand elle vit Fatima dans le salon, et son expression changea immédiatement d'irritation à méfiance. « Qui est cette jeune fille ?» demanda Françoise, regardant Fatima de haut en bas avec un regard qui la fit se sentir complètement déplacée. « Maman, voici Fatima. Elle est hébergée ici pour quelque temps, » dit Aurélien, essayant de garder son calme. « Fa héberger. Depuis quand tu héberges des inconnus dans ta maison ?» demanda Françoise avec un ton qui rendait clair qu'elle n'avait pas du tout aimé la situation. Fatima se leva du fauteuil et se présenta poliment, mais Françoise fit seulement un signe de tête, sans montrer la moindre sympathie. « Aurélien, j'ai besoin de te parler dans la cuisine, » dit Françoise, tirant son fils par le bras. Fatima resta dans le salon, écoutant la conversation étouffée qui venait de la cuisine, et réussit à comprendre quelques mots comme « profiteuse »,« intéressée » et « attention ». Son cœur s'emballa d'anxiété. Elle savait que l'arrivée de la mère d'Aurélien allait tout compliquer, surtout maintenant qu'il venait juste d'admettre qu'il y avait quelque chose de plus qu'une amitié entre eux. Quand Aurélien revint dans le salon, il avait une expression tendue sur le visage. « Excuse-moi pour ça, Fatima. Ma mère est parfois un peu trop protectrice, » dit-il clairement gêné par la situation. « Je comprends. C'est normal qu'elle s'inquiète en trouvant une inconnue dans la maison de son fils, » répondit Fatima, essayant d'être compréhensive mais sentant un nœud dans la gorge. La magie du moment qu'ils avaient d'en partager s'était complètement brisée, et maintenant, elle se sentait de nouveau comme une intruse, comme quelqu'un qui n'appartenait pas à cet endroit. La conversation qu'ils avaient recommencée allait devoir attendre, parce que maintenant, il y avait une nouvelle dynamique dans la maison, et Fatima pressentait que ça n'allait pas être facile. Les jours suivants dans la maison devinrent extrêmement tendus. Françoise tenait à démontrer sa désapprobation concernant la présence de Fatima de toutes les façons possibles. Pendant le petit déjeuner, elle faisait des commentaires acides sur les gens qui profitent de la bonté d'autrui et les filles qui apparaissent de nulle part avec des secondes intentions. Quand Fatima préparait le déjeuner, Françoise se plaignait de l'assaisonnement, disait que la nourriture était sans sel ou trop salée, trouvait toujours quelque chose à critiquer. L'atmosphère de la maison, qui était devenue si accueillante et harmonieuse, était maintenant chargée d'hostilité. « Aurélien, tu dois ouvrir les yeux, »
dit Françoise un matin après que Fatima soit montée ranger la chambre. Cette fille est apparue ici de nulle part. Tu ne sais rien sur sa famille, sur son passé. Et maintenant elle fait tout pour te conquérir, préparant la nourriture, s'occupant de la maison comme si elle en était la propriétaire. C'est ce que tout intéressé fait, continua-t-elle avec une conviction qui irrita profondément Aurélien. Maman, Fatima n'est pas intéressée. Elle a traversé une situation difficile, et j'ai décidé de l'aider. Point final, répondit-il, essayant de clore le sujet, mais Françoise n'était pas disposée à abandonner. Tu as oublié d'où on vient? Tu as oublié comment les gens nous traitaient quand on était dans la misère? Et maintenant tu joues le gentil pour une inconnue qui a probablement inventé une histoire triste pour t'émouvoir, dit Françoise, et ces mots atteignirent Aurélien comme un coup de poing dans l'estomac. Ne parle pas comme ça de Fatima. Tu ne connais pas son histoire, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu, dit-il, sentant une colère grandir dans sa poitrine. Je sais très bien comment ça fonctionne, mon fils. Ces filles pauvres ont toujours une histoire triste à raconter, elles sont toujours victimes de quelque chose. Et toi qui as toujours été si malin pour les affaires, tu es en train d'être un imbécile avec les femmes, rétorqua Françoise. Fatima, qui était descendue silencieusement pour prendre un verre d'eau, entendit toute la conversation depuis l'escalier. Chaque mot de Françoise était comme une gifle dans son cœur. Elle sentit les larmes monter aux yeux et remonta en courant dans la chambre, où elle s'enferma et pleura jusqu'à ne plus pouvoir. Elle savait que la mère d'Aurélien avait le droit de protéger son fils, mais cela faisait profondément mal d'être vue comme une profiteuse, quand tout ce qu'elle ressentait pour lui était genuine. Pire encore, était la peur que Françoise réussisse à convaincre Aurélien qu'elle ne valait vraiment rien. Pendant cette semaine de tension, Fatima commença à sentir quelques symptômes étranges qu'elle attribua initialement au stress de la situation. Elle sentait des nausées le matin, surtout quand elle sentait l'odeur du café, et un vertige étrange qui la dérangeait pendant la journée. Au début, elle pensa que c'était une conséquence de toute la pression émotionnelle qu'elle vivait, de l'insécurité constante d'avoir Françoise observant chacun de ses mouvements. Mais quand les nausées devinrent plus fréquentes et qu'elle remarqua qu'elle avait ses règles en retard, une pensée terrible commença à se former dans son esprit. Un après-midi, quand Aurélien était au travail et Françoise était sortie pour résoudre quelques affaires en ville, Fatima décida d'aller jusqu'à une pharmacie proche pour acheter un test de grossesse. Le chemin jusque-là fut une torture, avec elle essayant de calculer les dates et se rendant compte qu'il y avait vraiment la possibilité qu'elle soit enceinte. La dernière rencontre intime qu'elle avait eue avec Lucas avait été quelques semaines avant que la trahison ne soit découverte, et maintenant, en faisant les comptes, elle se rendit compte que le timing correspondait parfaitement. Elle acheta le test avec les mains tremblantes et rentra à la maison en priant de se tromper. Le résultat positif du test la laissa dans un état de choc total. Elle resta assise dans la salle de bain pendant presque 1 heure, regardant ces 2 lignes qui changeaient complètement le cours de sa vie. Elle était enceinte de l'homme qui l'avait trahie et abandonnée, l'homme qui avait dit clairement qu'il ne voulait jamais d'engagement ni d'enfant. Et pire, elle était enceinte pendant qu'elle vivait dans la maison d'un autre homme, un homme dont elle tombait perdument amoureuse. La situation ne pouvait pas être plus compliquée et douloureuse. Ce soir-là, pendant le dîner, Fatima arriva à peine à manger. Aurélien remarqua qu'elle était étrange, pâle et silencieuse, mais il attribua cela au stress de cohabiter avec Françoise. « Tu vas bien? Tu sembles ne pas te sentir très bien », demanda-t-il, genuinement inquiet. « Je suis juste un peu fatigué », mentit Fatima, évitant de regarder dans ses yeux. Françoise, toujours attentive, perçut l'étrangeté dans le comportement de Fatima et fit un commentaire méchant. « Ça doit être la conscience lourde de quelqu'un qui trompe tout le monde. » Dans les jours suivants, Fatima devint un paquet de nerfs. Les nausées matinales empirèrent et elle devait faire un effort énorme pour cacher les symptômes d'Aurélien et surtout de Françoise. Elle savait que si Françoise découvrait qu'elle était enceinte, elle allait utiliser cela comme une arme de plus contre elle. Elle allait dire qu'elle essayait d'appliquer le coup du ventre ou quelque chose comme ça. Le poids du secret devenait insupportable et elle savait qu'elle n'allait pas réussir à le cacher longtemps. « Aurélien, il faut que je parle avec toi », dit Fatima une nuit, après que Françoise se soit retirée dans sa chambre. Ils étaient dans le salon, et elle sentait ses mains suer de nervosité. « Bien sûr, tu peux parler, dit-il,
percevant par son expression que c'était quelque chose de sérieux. Fatima respira profondément, essayant de trouver les mots corrects pour raconter quelque chose qui pouvait détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « C'est sur mon passé, sur ce qui m'est arrivé avant que tu me trouves », commença-t-elle, et Aurélien se pencha en avant, prêtant attention totale. « Je n'ai pas dit toute la vérité sur ce qui s'est passé avec mon ex-petite amie, » dit Fatima, avec la voix tremblante. « Il ne m'a pas seulement trompé et expulsé de chez lui. J'ai découvert aujourd'hui que je suis enceinte de lui, dit-elle, et les mots sortirent comme une confession douloureuse. Le silence qui suivit fut assourdissant. Aurélien resta à la regarder, traitant l'information, et Fatima vit plusieurs expressions passer sur son visage, surprise, confusion, et quelque chose qu'elle n'arriva pas à identifier. « Tu es sûr ?» demanda-t-il finalement, avec la voix plus basse. « J'en suis sûr. J'ai fait le test hier, » répondit Fatima, commençant à pleurer. « Je comprends si tu veux que je parte. Je comprends que ça change tout entre nous. Je ne voulais juste pas te mentir, pas après tout ce que tu as fait pour moi, dit-elle, sanglotant. Aurélien, je jure que je ne savais pas quand tu m'as amené ici. Je viens juste de le découvrir et je suis terrorisée parce que je ne sais pas quoi faire. Il a laissé bien clair qu'il ne voulait jamais d'enfant. Et je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison, je n'ai rien à offrir à un enfant, continua-t-elle, complètement désespérée. Aurélien resta silencieux pendant plusieurs minutes, regardant Fatima qui pleurait désespérément devant lui. Il traitait non seulement l'information qu'elle était enceinte, mais aussi toute la complexité de la situation. Il voyait une jeune fille de 22 ans, complètement perdue et effrayée, portant l'enfant d'un homme qui l'avait abandonnée de façon cruelle. C'était une situation qui exigeait beaucoup plus que ce qu'il avait imaginé quand il avait décidé de l'aider, mais quelque chose en lui, la même chose qui l'avait fait revenir sur ce trottoir pour la sauver, ne pouvait pas simplement l'abandonner maintenant. « Fatima, arrête de pleurer et regarde-moi, » dit Aurélien, se levant du fauteuil et s'agenouillant devant elle. « Tu crois vraiment que je vais t'abandonner maintenant? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, après tout ce que j'ai découvert sur toi ?» demanda-t-il, tenant ses mains entre les siennes. « Mais je suis enceinte d'un autre homme, Aurélien. Ça complique tout. Ta mère me déteste déjà, imagine quand elle saura ça, » dit Fatima, essayant de se contrôler mais sanglotant encore. « Ma mère n'a rien à voir avec ça, et ce bébé n'a aucune faute dans cette situation. »« Tu n'as pas de faute de t'être impliqué avec un homme qui ne valait rien, » dit Aurélien, nettoyant les larmes de son visage avec ses doigts. « Je vais prendre soin de vous deux. Toi et cet enfant, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Vous allez avoir un foyer, vous allez avoir de l'amour, vous allez avoir la sécurité. Je te promets ça, » continua-t-il, et la sincérité dans sa voix fit Fatima pleurer encore plus, mais maintenant de soulagement. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es disposé à élever l'enfant d'un autre homme ?» demanda Fatima, n'arrivant encore pas à croire complètement ce qu'elle entendait. « Parce que je suis tombé amoureux de toi, Fatima. Je suis tombé amoureux de la femme courageuse que tu es, de la façon dont tu prends soin de moi, de la façon dont tu as apporté de la vie à cette maison qui a toujours été vide. Et si tu attends un bébé, alors ce bébé est important pour moi aussi, » dit Aurélien, et ces mots firent le cœur de Fatima presque s'arrêter. « Tu es tombé amoureux de moi ?» demanda-t-elle, avec la voix étranglée. « Perdument. Je pensais avoir rendu ça clair avant que ma mère arrive ici et gâche tout, » répondit-il, avec un petit sourire mais sincère. « Moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi. Depuis les premières semaines ici, mais j'avais peur que ce soit juste de la gratitude, » dit Fatima, et pour la première fois en jours, elle sourit à travers les larmes. « Alors c'est réglé. On va élever ce bébé ensemble, on va être une vraie famille, » dit Aurélien. Et quand il l'embrassa, Fatima sentit comme si toutes les pièces de sa vie s'étaient finalement emboîtées. L'étreinte des deux fut interrompue par une toux sèche venant de l'escalier. Françoise était là, ayant clairement entendu une bonne partie de la conversation, avec une expression d'horreur sur le visage. « Aurélien, il faut que je parle avec toi maintenant, » dit-elle, avec une voix qui n'admettait pas de discussion. « Maman, ce n'est pas le moment, » dit Aurélien se levant mais gardant une des mains dans celle de Fatima. « C'est exactement le moment. Tu as complètement perdu la raison, » dit Françoise, descendant le reste des escaliers avec des pas fermes. « Je savais que cette fille cachait quelque chose. Maintenant, elle apparaît enceinte d'un autre homme et toi, comme un idiot, tu t'offres à tout payer? Aurélien, tu as oublié qui tu es?
Tu as oublié tout ce qu'on a lutté pour conquérir ?» dit Françoise, pointant le doigt vers Fatima comme si elle était quelque chose de dégoûtant. « Cette fille est apparue ici sans rien, et maintenant elle veut te transformer en père de famille d'un enfant qui n'est même pas le tien, » continua-t-elle, avec une colère qui laissa Fatima terrorisée. « Ça suffit, maman. Je ne vais pas accepter que tu parles comme ça de Fatima, » dit Aurélien se mettant entre les deux femmes. « Elle n'est pas intéressée, elle n'essaie pas de me tromper. Elle est une femme honnête, qui a traversé une situation difficile, exactement comme nous on a traversé un jour. Et j'ai choisi de l'aider, j'ai choisi de l'aimer, et j'ai choisi d'assumer la responsabilité pour elle et pour le bébé, » continua-t-il, avec une fermeté dans la voix que Fatima n'avait jamais entendue. « Tu as choisi d'être idiot, oui. Et je ne vais pas rester ici à te voir gâcher ta vie à cause d'une vagabonde qui est apparue enceinte à ta porte, » dit Françoise. Et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Aurélien. « Ne parle plus jamais comme ça de Fatima en ma présence. Jamais. Elle vaut plus que tu ne réussiras jamais à comprendre, » dit-il, avec une colère contrôlée, mais évidente. « Et si tu n'arrives pas à accepter ça, alors je pense qu'il vaut mieux que tu cherches un autre endroit où rester, » continua-t-il. Françoise fut choquée par la réaction de son fils. Dans toutes les années depuis qu'ils étaient sortis de la pauvreté, Aurélien ne lui avait jamais parlé de cette façon, n'avait jamais choisi une autre personne au-dessus d'elle. « Tu choisis cette femme au lieu de ta propre mère ?» demanda-t-elle avec la voix tremblant de colère et d'incrédulité. « Je choisis l'amour au lieu du préjugé. Je choisis de construire quelque chose de beau au lieu de rester prisonnier du passé, » répondit Aurélien, regardant directement dans les yeux de sa mère. « Alors tu as fait ton choix, mais ne viens pas me chercher quand tu découvriras que j'avais raison sur elle, » dit Françoise montant les escaliers pour prendre ses affaires. « Et toi, petite ?» dit-elle, se retournant vers Fatima avant de monter complètement. « Profite bien parce que des hommes comme mon fils n'apparaissent pas tous les jours pour soutenir les erreurs des autres. » Fatima sentit les mots comme des gifles au visage, mais Aurélien serra sa main, transmettant force et sécurité. Une demi-heure plus tard, Françoise descendit avec sa valise et se dirigea vers la porte sans dire au revoir à son fils. « Maman » appela Aurélien quand elle avait déjà la main sur la poignée. « Quand tu voudras parler comme une personne civilisée et quand tu seras disposée à traiter Fatima avec respect, tu sais où me trouver, » dit-il. Françoise sortit en claquant la porte, laissant un silence lourd dans la maison. « Aurélien, je suis désolé. Je ne voulais pas que tu te disputes avec ta mère à cause de moi, » dit Fatima, encore ébranlée par tout ce qui s'était passé. « Tu n'as aucune faute. Ma mère a oublié d'où on vient. Elle a oublié comment c'est d'être rejetée et humiliée. Elle est devenue exactement le type de personne qui nous méprisait quand on était pauvre, » dit Aurélien, tirant Fatima pour une autre étreinte. « Maintenant, c'est juste nous trois, » dit-il, mettant la main délicatement sur le ventre encore pas développé d'elle. « Nous trois contre le monde, si c'est nécessaire. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Aurélien et Fatima dormirent enlacés sur le canapé du salon, parlant de l'avenir, des plans pour le bébé, de comment ils allaient organiser leur vie à partir de ce moment. C'était le début officiel de la famille qu'ils avaient choisi de construire ensemble, malgré toutes les adversités qu'ils pourraient affronter. Les jours suivants au départ de Françoise apportèrent une paix que Fatima ne ressentait pas depuis longtemps. La maison retrouva l'atmosphère accueillante et harmonieuse qu'elle avait avant l'arrivée de la mère d'Aurélien, seulement maintenant avec une intensité émotionnelle encore plus grande. Ils avaient finalement assumé les sentiments l'un pour l'autre, et la grossesse, au lieu de les éloigner, avait rapproché encore plus les deux. Aurélien se réveillait tous les matins, en demandant comment elle se sentait, si elle avait eu des nausées pendant la nuit, si elle avait besoin de quelque chose de spécial. C'était un soin qui allait bien au-delà de la simple préoccupation. C'était le soin d'un homme qui avait choisi d'aimer non seulement elle, mais aussi l'enfant qu'elle portait. La première consultation médicale fut fixée pour un mardi matin, et Aurélien tint à annuler tous les rendez-vous pour accompagner Fatima. Il conduisit jusqu'au cabinet avec un soin spécial, évitant les freinages brusques et les trous dans la rue, comme si elle était faite de verre. « Tu n'as pas besoin d'être si inquiet. Je ne vais pas me casser, » dit Fatima, riant de la façon dont il la traitait. « Je sais, mais je veux bien prendre soin de vous deux depuis le début, » répondit-il, garant la voiture devant le cabinet de docteur Marina,
une obstétricienne qui avait été recommandée par un collègue de travail. Dans la salle d'attente, Fatima remarqua comment d'autres femmes les regardaient avec curiosité. Il était évident qu'elle pensait qu'Aurélien était le père du bébé, et cela la mit un peu mal à l'aise. « Tu es sûr que tu veux entrer dans la consultation avec moi ? Les gens vont penser que tu es le père, dit-elle, chuchotant pour lui. Je veux être le père de cet enfant dans tous les sens qui importent. Je me fiche de ce que les autres gens pensent, répondit Aurélien, prenant sa main et entrelaçant les doigts. En plus, je veux tout savoir sur la grossesse, je veux accompagner chaque étape, continua-t-il. Pendant la consultation, Dr Marina expliqua tout sur le développement du bébé, sur les soins que Fatima devait avoir, sur l'importance du suivi prénatal régulier. Aurélien posa plusieurs questions, nota tout dans un carnet qu'il avait apporté spécialement pour ça, et quand la médecin demanda sur le père biologique de l'enfant, il répondit avec naturel « Le père biologique ne fait pas partie de notre vie. Je vais assumer toutes les responsabilités paternelles. » La médecin sourit et dit que c'était beau de voir un couple si uni et préparé pour recevoir un enfant. Quand ils sortirent du cabinet, Fatima était rayonnante. C'était la première fois que quelqu'un les avait traités comme un vrai couple, comme une famille qui attendait un bébé. « Merci d'avoir fait ça, » dit-elle, encore émue par la consultation. « D'avoir fait quoi ?» demanda Aurélien, genuinement sans comprendre. « D'avoir assumé le rôle de père, de t'être placé comme responsable du bébé. Ça signifie beaucoup pour moi, » expliqua-t-elle, s'arrêtant sur le trottoir et regardant directement dans ses yeux. « Fatima, je ne jouais pas un rôle. Je veux vraiment être le père de cet enfant, » dit-il, et il l'embrassa là même devant le cabinet, scellant l'engagement qu'ils avaient assumé. Ce fut le premier baiser des deux, et c'était tout ce que Fatima avait imaginé et beaucoup plus. C'était un baiser plein d'amour, de promesses, d'espoir dans l'avenir. Quand ils se séparèrent, elle avait les joues rouges et un sourire qu'elle n'arrivait pas à cacher. « Je t'aime, Aurélien, » dit-elle, pour la première fois prononçant ces mots à voix haute. « Moi aussi je t'aime, Fatima. Je t'aime, et j'aime cet enfant qui va arriver, » répondit-il, et à ce moment, les deux eurent la certitude qu'ils avaient fait les bons choix. De retour à la maison, ils s'arrêtèrent dans un magasin de bébés pour jeter un coup d'œil aux choses qu'ils allaient devoir acheter. Fatima fut enchantée par les petits vêtements, par les berceaux et meubles délicats, mais en même temps elle se sentait gênée par les prix. « Aurélien, ces choses sont très chères. On peut acheter tout plus simple, » dit-elle, regardant le prix d'un berceau qui coûtait plus qu'elle avait gagné en plusieurs mois de travail avant que tout s'écroule. « Notre bébé va avoir le meilleur de tout. »« Ne t'inquiète pas de l'argent, » dit-il, appelant la vendeuse pour commencer à choisir les meubles de la chambre. Cet après-midi, ils transformèrent une des chambres d'amis en chambre de bébé. Aurélien monta le berceau avec un soin spécial, pendant que Fatima organisait les petits vêtements qu'ils avaient achetés dans les armoires. C'était une scène domestique si naturelle que n'importe qui les verrait penserait qu'ils étaient un couple ordinaire préparant l'arrivée du premier enfant. « Tu penses que ce sera un garçon ou une fille ?» demanda Fatima, pliant un petit vêtement jaune qu'ils avaient choisi exactement parce qu'il était neutre. « Je ne sais pas, mais j'espère qu'il aura tes yeux et ton sourire, » répondit Aurélien, arrêtant de monter le berceau pour la regarder. Les semaines suivantes établirent une routine encore plus intime entre eux. Aurélien avait engagé une femme de ménage pour venir 3 fois par semaine faire le ménage lourd, insistant que Fatima ne devait pas trop s'efforcer. Elle continuait à cuisiner et s'occuper de la maison, mais maintenant avec beaucoup plus de soin et d'affection, parce qu'elle savait qu'elle s'occupait du foyer de la famille qu'ils avaient formé. Tous les soirs, après le dîner, ils s'asseyaient sur le canapé et Aurélien mettait la main sur son ventre, même s'il n'y avait encore rien à sentir. « Tu penses qu'il arrive déjà à nous entendre ?» demandait-il, parlant tout bas avec le ventre. « Papa est là et il va très bien prendre soin de toi et de maman, » disait-il, et Fatima fondait d'émotion chaque fois qu'elle entendait. 1 mois après la première consultation, à la 2e visite chez le médecin, ils réussirent à entendre les battements cardiaques du bébé pour la première fois. Aurélien tint la main de Fatima avec tant de force qu'il faillit lui faire mal, et quand ils entendirent ce son rythmé et fort, les deux commencèrent à pleurer d'émotion. « C'est notre bébé, » dit-il, embrassant son front. « C'est notre bébé, » répéta Fatima, sachant qu'à ce moment ils étaient officiellement devenus une famille, indépendamment de la biologie ou de n'importe quoi d'autre. Cette nuit-là,
Ils firent l'amour pour la première fois. Ce fut quelque chose de naturel et inévitable, plein de tendresse et de passion. Aurélien la traita comme si elle était la chose la plus précieuse du monde, avec une délicatesse qui la rendit encore plus amoureuse de lui. « Je n'ai jamais imaginé que je pouvais être si heureuse, » dit Fatima couchée sur sa poitrine après. « Moi non plus. Tu as apporté un sens à ma vie que je ne savais même pas qui me manquait, » répondit-il, caressant ses cheveux. 3 jours après cette nuit spéciale, Fatima était en train de préparer le déjeuner quand elle entendit sonner à la porte. Quand elle ouvrit, elle se retrouva face à Françoise, debout sur la véranda, avec une expression très différente de la dernière fois qu'elle s'était vue. Ce n'était plus l'expression de colère et de mépris, mais quelque chose de plus proche de la résignation. « Je peux entrer ?» demanda la mère d'Aurélien, et Fatima, même nerveuse, ouvrit la porte pour elle. « Aurélien n'est pas là, il est parti travailler, » dit Fatima, encore sans savoir bien comment réagir. « En fait, je suis venue te parler, » dit Françoise, et Fatima sentit son cœur s'accélérer sans savoir quoi attendre de cette conversation. « Je peux m'asseoir » demanda Françoise, indiquant le salon. Fatima acquiesça, encore complètement tendue et sans savoir quoi attendre de cette visite inattendue. Les 2 femmes s'assirent l'une en face de l'autre, et pendant quelques minutes elles restèrent silencieuses, chacune essayant de trouver les mots corrects pour commencer cette conversation difficile. « Je suis venue ici pour demander pardon, » dit Françoise finalement, et Fatima fut sûre d'avoir mal entendu. « Comment ?» demanda-t-elle, genuinement surprise. « J'ai dit des choses horribles pour toi, je t'ai traité d'une façon qui n'était pas correcte. Et pire, j'ai fait mon fils choisir entre sa propre mère et la femme qu'il aime, » continua Françoise, tripotant nerveusement le sac qu'elle portait. « Ces jours, loin d'ici, j'ai eu le temps de penser à beaucoup de choses. Je me suis rappelé comment c'était quand Aurélien et moi on était dans la rue. Je me suis rappelé comment les gens nous traitaient, comme c'était douloureux d'être jugé et méprisé. Et je me suis transformé exactement dans le type de personne qui nous a fait mal dans le passé, » dit-elle, avec la voix étranglée. Fatima écouta tout en silence, traitant encore le changement radical dans le comportement de la mère d'Aurélien. « Françoise, je comprends votre inquiétude pour votre fils. N'importe quelle mère ferait la même chose, » dit-elle, essayant d'être généreuse malgré toute la rancœur qu'elle ressentait encore. « Non, Fatima. Ce que j'ai fait n'était pas de la protection maternelle, c'était de la cruauté pure. J'ai vu mon fils plus heureux que je ne l'avais jamais vu dans toute sa vie, et au lieu d'être heureuse pour lui, j'ai voulu détruire ce bonheur, » répondit Françoise, avec des larmes dans les yeux. « Pourquoi vous avez changé d'avis ?» demanda Fatima, genuinement curieuse sur ce qui avait provoqué cette transformation. « Parce qu'hier, j'ai rencontré une ancienne voisine, de quand on habitait dans cette petite chambre après qu'on soit sorti de la rue. Elle m'a raconté que son fils s'était marié avec une fille qui était enceinte d'un autre homme, et qu'aujourd'hui, ils ont 3 enfants et sont la famille la plus unie qu'elle connaisse. Quand elle a dit ça, j'ai réalisé comme j'étais hypocrite et pleine de préjugés, » expliqua Françoise. La conversation des 2 fut interrompue par l'arrivée d'Aurélien, qui s'arrêta à la porte du salon avec une expression de surprise en voyant sa mère parler calmement avec Fatima. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, clairement tendu. « Je suis venu demander pardon à Fatima et à toi aussi, » dit Françoise, se levant pour regarder son fils dans les yeux. « Aurélien, je me trompais sur tout. Fatima est une fille merveilleuse et vous vous aimez vraiment. »« Qui suis-je pour essayer de détruire ça ?» continua-t-elle. Aurélien regarda Fatima qui fit un signe discret de la tête, indiquant que la conversation avait été bonne. « Maman, je suis content que tu aies changé d'avis. Mais tu as beaucoup blessé Fatima. Et tu m'as blessé aussi, dit-il, encore prudent. Je sais, mon fils, et je vais passer le reste de ma vie à essayer de compenser ça. Si vous me laissez, j'aimerais faire partie de votre vie et de celle du bébé. J'aimerais être une grand-mère présente et affectueuse, dit Françoise, tendant la main vers Fatima. Tu me pardonnes ? demanda-t-elle. Fatima regarda la main tendue et ensuite Aurélien, qui attendait sa décision. Elle pensa à tous les mots cruels qu'elle avait entendus, à toutes les larmes qu'elle avait versées à cause des attaques de Françoise. Mais elle pensa aussi à l'importance de la famille, comme ce serait bien pour le bébé d'avoir une grand-mère présente, et comme Aurélien serait heureux s'ils arrivaient à se réconcilier. « Je pardonne, » dit-elle,
serrant la main de Françoise. « Mais avec une condition, que vous traitiez notre famille avec respect à partir de maintenant, continua-t-elle, avec une fermeté qui surprit tout le monde. Les mois suivants furent les plus heureux de la vie de Fatima. Françoise tint toutes les promesses qu'elle avait faites, devenant une belle-mère présente et affectueuse. Elle aidait avec les préparatifs pour l'arrivée du bébé, donnait des conseils sur la grossesse et la maternité, et traitait Fatima comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Le ventre grandissait chaque semaine, et Aurélien devenait de plus en plus anxieux et protecteur. Il allait à toutes les consultations médicales, monta la chambre du bébé parfaitement, et tous les soirs parlait avec le ventre avant de dormir. Quand Fatima compléta 8 mois de grossesse, Aurélien la surprit avec une demande en mariage. Ce fut une nuit après le dîner, pendant qu'ils étaient dans le salon parlant de nom pour le bébé. « Fatima, j'ai une question pour toi, » dit-il, s'agenouillant devant le fauteuil où elle était assise. « Tu veux te marier avec moi ? Tu veux officialiser notre famille devant Dieu et les hommes ?» demanda-t-il, sortant une bague magnifique de sa poche. « Oui, je veux, » dit-elle, sans hésiter une seconde. La bague était parfaite, délicate, mais élégante, exactement comme elle avait toujours rêvé. « Quand ?» demanda-t-elle, admirant le bijou au doigt. « Après que notre bébé naisse, je veux qu'il soit notre garçon d'honneur, » dit Aurélien, et cette réponse émut encore plus Fatima. Ils fixèrent le mariage pour 2 mois après la naissance prévue, et Françoise s'offrit pour aider avec tous les préparatifs. À l'aube d'un jeudi, Fatima se réveilla avec de fortes contractions. « Aurélien, je pense que le moment est arrivé, » dit-elle, tenant son ventre et respirant profondément. Il se leva d'un bond complètement désespéré, courant dans la maison pour prendre la valise qu'ils avaient préparée depuis des semaines. « Calme, mon amour. »« Allons calmement à l'hôpital, » dit-elle, riant de son anxiété. « Comment tu arrives à rester calme dans un moment comme ça ?» demanda-t-il, l'aidant à s'habiller. L'accouchement dura 8 heures, et Aurélien resta tout le temps à côté de Fatima, tenant sa main, essuyant la sueur de son visage, chuchotant des mots d'encouragement. Quand ils entendirent finalement le premier cri du bébé, les deux éclatèrent en larmes de joie. « C'est une fille !» annonça la médecin, mettant l'enfant dans les bras de Fatima. « Notre fille !» dit Aurélien, regardant le nouveau-né avec une expression d'amour absolu. « Comment on va l'appeler ?» demanda Fatima, encore trop émue pour penser correctement. « Hélène, Hélène Dubois !» dit Aurélien, et Fatima sourit à travers les larmes. C'était le nom parfait pour l'enfant qui les avait unis pour toujours. Quand Françoise arriva à l'hôpital et vit sa petite fille pour la première fois, elle pleura tant que les infirmières s'inquiétèrent. « Elle est trop belle !» dit la grand-mère, tenant Hélène avec un soin infini. « Merci de m'avoir donné cette chance d'être grand-mère » dit-elle au couple, complètement fondu par la petite fille. 3 jours plus tard, ils rentrèrent à la maison comme une famille complète. Aurélien s'était préparé à être père, mais il découvrit qu'aimer cet enfant était encore plus naturel qu'il avait imaginé. Il se réveillait à l'aube pour les téter, changeait les couches avec un dévouement impressionnant et passait des heures à regarder Hélène dormir. « Tu es un père-né, » dit Fatima, l'observant bercer la fille pour l'endormir. « C'est parce qu'elle est vraiment notre fille. » « Peu importe qui a contribué avec les gènes, elle est à nous, » répondit-il. Et Fatima sut qu'ils avaient créé quelque chose de beaucoup plus fort que n'importe quel lien biologique. 2 mois après la naissance d'Hélène, la maison d'Aurélien se transforma en un véritable chantier pour les préparatifs du mariage. Fatima avait insisté pour faire une fête simple, mais Aurélien et Françoise n'acceptèrent d'aucune façon. « Tu vas avoir le mariage de tes rêves, » dit-il, engageant les meilleurs fournisseurs d'Annecy pour s'occuper de chaque détail. La cérémonie aurait lieu dans le jardin de leur propre maison, un samedi après-midi, avec la présence des personnes les plus importantes de leur vie. Les parents de Fatima vinrent spécialement de leur petite ville pour le mariage. Quand ils rencontrèrent Aurélien et virent comment il traitait leur fille et leur petite-fille, ils furent complètement émus. « Ma fille a trouvé un vrai homme, » dit son père, serrant la main d'Aurélien avec gratitude. « Merci de si bien prendre soin de notre petite, » dit sa mère, embrassant son gendre avec affection. Ils restèrent logés dans la maison pendant 1 semaine, et ce fut la première fois que Fatima se sentit vraiment complète, avec toute la famille réunie. « Je n'ai jamais imaginé que j'allais me marier en étant mère, »
dit Fatima à Françoise un après-midi, pendant qu'elle essayait la robe de mariée qu'elles avaient choisie ensemble. C'était un modèle simple mais élégant, qui dissimulait parfaitement le fait qu'elle allaitait encore. Et moi je n'ai jamais imaginé que j'allais avoir une belle fille et une petite fille en même temps, répondit Françoise, ajustant le voile avec soin. Mais tu sais que c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée dans la vie d'Aurélien? Il n'a jamais été si heureux, continua la belle-mère. Le matin du mariage, Fatima se réveilla avec Hélène qui pleurait dans le berceau à côté du lit. « Bonjour, princesse, » dit-elle, prenant sa fille dans ses bras pour l'allaiter. « Aujourd'hui, c'est le jour où maman et papa vont se marier officiellement, » chuchota-t-elle au bébé qui la regardait avec ses petits yeux curieux. Aurélien entra dans la chambre avec un plateau de petit déjeuner, même si c'était considéré comme un mauvais présage, que le marié voit la mariée le jour du mariage. « Je ne crois pas à ces superstitions, » dit-il, embrassant le front des deux femmes de sa vie. La cérémonie fut parfaite. Le jardin était décoré avec des fleurs blanches et roses. Il y avait un autel improvisé sous l'arbre centenaire qui se trouvait au fond du terrain. Hélène dormit tout le temps dans les bras de Françoise, comme si elle savait qu'elle devait rester silencieuse pendant la cérémonie de ses parents. Quand arriva le moment des vœux, Fatima et Aurélien avaient préparé leurs propres mots pour se dire « Aurélien, quand tu m'as trouvé sur ce trottoir, j'avais perdu l'espoir en tout. Tu ne m'as pas seulement sauvé de la rue, tu m'as sauvé d'une vie sans amour, sans but, sans famille. Tu as choisi de m'aimer quand je n'avais rien à offrir. Tu as choisi d'être père d'Hélène quand elle n'était même pas encore née. Aujourd'hui, je te promets que je vais être la meilleure épouse et mère que je puisse être, que je vais prendre soin de notre famille avec tout l'amour que j'ai dans le cœur, dit-elle, avec la voix étranglée d'émotion. Fatima, tu as apporté de la lumière à une vie que je ne savais même pas qu'elle était vide. Tu m'as appris que la vraie richesse n'est pas dans l'argent qu'on accumule, mais dans l'amour qu'on construit. Tu m'as donné une famille, tu m'as donné un but, tu m'as donné une raison de me réveiller tous les jours avec l'envie d'être un homme meilleur. Je te promets que je vais t'aimer toi et Hélène pour toujours, que je vais protéger notre famille de n'importe quoi, et que je n'oublierai jamais la chance que j'ai de vous avoir dans ma vie, dit Aurélien, et il n'y avait pas une seule personne dans l'assistance qui ne pleurait pas. Quand le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », leur baiser fut accompagné par les applaudissements de tous les invités et par les pleurs d'Hélène, qui s'était réveillée exactement à ce moment, comme si elle savait que c'était l'heure de célébrer. « Maintenant, on est officiellement la famille Dubois », dit Aurélien, prenant sa fille dans ses bras et embrassant sa femme en même temps. La fête dura jusqu'à tard dans la nuit, avec beaucoup de musique, de danse et de bonne nourriture. Les parents de Fatima parlèrent toute la nuit avec Françoise, échangeant des histoires et faisant des plans pour se rendre visite fréquemment. « Maintenant, on est compères », dit le père de Fatima à Aurélien, et les deux hommes scellèrent l'amitié avec une étreinte sincère. Pour la lune de miel, ils allèrent dans une auberge romantique dans une ville proche, emmenant Hélène avec eux. « Ça ne serait pas pareil sans elle », dit Fatima quand Aurélien suggéra de laisser le bébé avec Françoise pour quelques jours. Ils passèrent une semaine merveilleuse, se promenant le matin, se reposant l'après-midi pendant qu'Hélène dormait, et s'aimant le soir après que leur fille s'endorme. Un an après le mariage, Fatima découvrit qu'elle était enceinte de nouveau. Cette fois, c'était vraiment l'enfant d'Aurélien, et la joie des deux ne tenait pas dans leur poitrine. « Hélène va avoir un petit frère, » dit-elle, montrant le test positif à son mari. « Notre famille grandit, » répondit-il, embrassant le ventre encore lisse, et ensuite prenant Hélène dans ses bras. « Ma fille, tu vas être grande sœur, » dit-il à la petite d'1 an et demi qui applaudissait sans bien comprendre ce qui se passait. Françoise fut radieuse avec la nouvelle du deuxième petit enfant. « Cette fois, je vais pouvoir accompagner la grossesse depuis le début, » dit-elle, faisant déjà des plans pour aider encore plus avec les soins des enfants. Les parents de Fatima furent aussi émus, surtout quand ils surent que ce serait un garçon. « Maintenant, on va avoir un couple, » dit sa mère pendant un appel téléphonique. Un dimanche après-midi, pendant qu'Hélène jouait dans le jardin et Fatima se reposait avec le ventre déjà gros du deuxième enfant, Aurélien s'assit à côté de sa femme et resta à observer la scène. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle, remarquant son regard contemplatif. « Je pense à comme la vie peut changer complètement en quelques années. Il y a 3 ans, j'étais un homme solitaire qui pensait qu'il n'avait besoin de personne.
Aujourd'hui, j'ai une épouse merveilleuse, une fille magnifique, un autre bébé qui arrive et une famille que je n'avais jamais imaginé qui pouvait exister, dit-il. Et moi, je pense que parfois Dieu nous met dans les situations les plus difficiles pour nous mener exactement où on doit être. Si je n'étais pas passé par toute cette douleur, je ne t'aurais jamais trouvé, répondit Fatima, entrelaçant ses doigts avec les siens. Je n'aurais jamais découvert ce que c'est d'être vraiment aimé et protégé, continua-t-elle, regardant Hélène qui courait après un papillon dans le jardin. « Maman, papa, regardez le papillon !» cria Hélène, pointant l'insecte coloré qui volait entre les fleurs. Les deux rirent de l'enthousiasme de leur fille, et Aurélien se leva pour jouer avec elle. Fatima resta à observer son mari courir dans le jardin avec la petite dans ses bras, et sut qu'elle avait trouvé exactement l'endroit où elle devait être. Elle avait une famille, elle avait de l'amour, elle avait la sécurité, et elle avait la certitude que, peu importe ce que l'avenir apporterait, ils allaient tout affronter ensemble. Et ainsi, chers auditeurs, nous arrivons à la fin d'une nouvelle histoire qui nous enseigne le pouvoir transformateur de l'amour véritable. Le voyage de Fatima et Aurélien nous montre que parfois, nous devons passer par les tempêtes les plus difficiles de la vie pour trouver le port sûr que nous cherchons toujours. Fatima, qui a commencé notre histoire abandonnée et sans espoir sur un trottoir froid d'Annecy, a trouvé non seulement un foyer mais une famille complète. Aurélien, qui vivait focalisé seulement sur le travail et l'argent, a découvert que la vraie richesse est dans l'amour que nous construisons et partageons. Et Françoise a appris que le passé de difficultés ne doit pas nous rendre durs de cœur, mais plutôt plus compréhensifs avec la souffrance d'autrui. L'histoire nous rappelle que nous méritons tous une seconde chance, que l'amour véritable ne connaît pas de préjugés ou de barrières sociales, et qu'une famille se construit avec des choix quotidiens de soins, respect et dévouement mutuel. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits, et partagez avec quelqu'un qui a besoin de croire que de meilleurs jours peuvent toujours arriver. Commentez ici en bas en nous disant votre ville et comment cette histoire vous a fait sentir. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et à la prochaine histoire.